de l'histoire de la famille Vance. Alors, c'est pas une histoire paranormale, mais c'est une histoire extrêmement intrigante et cette histoire, elle a un but aussi. Elle a un but, c'est justement de parler de tout ce qui est survivalisme et que quand on rentre dans un extrême, euh, il faut faire attention aussi. C'est bien, vous allez comprendre hein, quand je vais vous raconter cette histoire-là. Quand on veut être prévoyant, etc., on a l'intention de faire certaines choses pour se protéger. Mais là, en fait, c'est poussé à l'extrême. C'est dans chaque chose, il faut un équilibre. Et là, vous allez voir que cet équilibre, il a été extrêmement dépassé dans sa façon d'être. Et ça a causé quand même la mort de plusieurs personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on fait et, et à les personnes que l'on entraîne avec soi. Parce que là, dans le cas présent, il y avait quand même de jeunes enfants. Alors, l'histoire de la famille Vance, à la base, tout le monde se demande pourquoi une mère sans expérience va emmener sa sœur et son fils de 13 ans vivre hors des réseaux, sur une montagne de 10 000 pieds, pendant un hiver, ça dans le Colorado. Pourquoi est-ce qu'elles vont en arriver là? Eh bien, en fait, Talon Vance, qui a 13 ans, vit dans un complexe d'appartements dans la banlieue du Colorado Springs avec sa mère et avec sa tante, donc la sœur de sa mère. Il y a d'autres membres de sa famille qui vivent près de chez eux et en général, il passait une grande partie de la semaine avec son père, son demi-frère, sa demi-sœur et ses grands-parents qui vivaient tous ensemble non loin de où il habitait. Euh, Tout allait bien jusqu'en août 2022, donc c'est pas très vieux, où quelque chose va changer. La mère de Talon, donc Rebecca, avait élaboré un plan pour disparaître du Colorado Springs et de se déconnecter définitivement, coucou Chadou, de se déconnecter définitivement du réseau. Et quand on dit du réseau, c'était du réseau Internet, mais aussi du monde extérieur. Oui, c'est ça. C'est normalement non, c'est pas détectable à la lumière ultraviolet. Je ne sais pas. En tout cas, les flashs, c'est pas à la lumière ultraviolet, je pense. Je pense pas. Donc, la grand-mère paternelle de Talon, Marilyn, semble être sous le choc parce qu'elle est partie comme ça du jour au lendemain. Et sa famille vit dans une maison de style ranch dans une petite impasse. Et quand elle est passée dîner chez elle en septembre, eh bien, elle avait beaucoup de monde dans la rue, les lumières étaient allumées dans chaque maison et le père de Talon se tenait dans son allée en train de parler à un ami. Euh, Bienvenue à toi, Olivia. C'est quoi ça pour son pseudo? Ah, il est déjà banni. Je n'ai même pas vu ce qu'il a dit. Flûte alors, j'ai raté ça. J'ai raté un troll. Euh, donc, il se tient dans l'allée, il discute avec un ami et il a fait, comme elle va expliquer, il va faire entrer et présenter à sa mère quand ils sont assis à table dans la salle à manger. Un peu plus d'un an auparavant, c'est-à-dire le premier... Ah, ça m'étonne même pas.
Le 1er août, Rebecca était passée chez elle à l'improviste à l'heure du déjeuner et elle était accompagnée de Talon et elle avait tendu donc à Marilyn un album photo et d'autres souvenirs de Talon que Marilyn avait des souvenirs comme quoi elle l'avait élevé, les partages de chambres, etc., tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et elle lui explique qu'elle va quitter la ville et qu'elle devrait même elle-même faire la même chose et s'exiler de la ville pour être à l'abri. Ça y est, j'ai réussi, ouf. Et donc la grand-mère lui dit, mais pour se mettre à l'abri de quoi? Et Rebecca ne va pas vouloir lui expliquer. Elle dit que elle, Talon et sa petite sœur Christine vont se rendre en Virginie occidentale où vivait son père. Marilyn ne pensait pas du tout que Talon n'allait jamais rencontrer ce fameux grand-père. Puis, pour éviter que Marilyn ne pose trop de questions à Talon sur le voyage, Rebecca va lui chuchoter de ne pas en parler parce qu'il ne sait pas. Et il pense juste qu'en fait, ils vont aller camper tous les trois. C'est la seule explication qu'elle va donner à son fils. Il y a eu une autre histoire, vous allez voir, c'est assez spécial. Il va y avoir aussi une autre histoire qui va être racontée à un membre de la famille. Donc Christine va dire à sa demi-sœur qu'elle allait s'installer dans la nature pour vivre en dehors des réseaux. Sa demi-sœur qui voyait Christine chaque semaine savait que Rebecca avait passé une grande partie de la pandémie collée à son ordinateur et qu'elle était de plus en plus obsédée par les théories du complot. Mais pas que, mais aussi par la fin du monde. J'ai en calme, écoutez Lily, c'est plus calme ici. Courage, chat, courage. Chez moi, c'est du blabla. Chez Simia, c'est du gimmick. Donc voilà. Euh, Elle craignait les vaccins, elle craignait la technologie, elle craignait le pouvoir des élites mondiales et elle pensait que la seule échappatoire était de s'éloigner le plus possible de l'être humain, des autres, de tout ce qui se passait dans le monde. Au début, Christine va dire qu'elle n'allait pas partir avec Becky, se souvient sa demi-sœur. Elle pensait que c'était fou de le faire, principalement parce que elle n'avait pas l'expérience nécessaire. Mais fin juillet 2022, Christine a dit à sa belle-sœur qu'elle avait changé d'avis et qu'elle accompagnerait sa sœur et Talon pour les soutenir. Ce qui va donc se passer, c'est que il y a Stella, je fouille. Elle est où Stella? Je ne l'ai pas vue. Elle est où Stella? Ah, il y a Stella chez Simia, c'est ça que tu veux dire? D'accord, ok. Euh, Trévala a proposé ce qu'elle pensait être une meilleure solution, donc la belle-sœur, et elle lui dit bah, ne va pas dans les bois, va chez nous à South Park. Il y a un camping-car, un générateur. euh, voilà, au moins elle aurait été éloignée tout en étant pas très loin. Euh, mais non, en fait, Christine veut suivre Rebecca et Rebecca veut absolument quelque chose qui est tout à fait isolé du genre humain. Talon, lui, il était de la vie générale, hein. C'était un garçon joyeux, chaleureux, facile à côtoyer, et chaque fois qu'il venait dans sa famille, eh bien, il était content, il aimait sa grand-mère, il aimait son père, ses demi-frères, ses demi-sœurs, etc. C'était un enfant qui avait beaucoup souffert
pendant le Covid, hein. Il venait juste de terminer sa cinquième année, donc Rebecca va le retirer de l'école pour les raisons bah, qui ne sont pas claires non plus pour la famille. Coucou Stella, vous la invoquez, elle arrive. Donc elle va le retirer de l'école et elle va le souscrire à un programme en ligne du district scolaire pour les 2 années qui suivent. Ça veut dire que le gamin ne devra plus aller à l'école, ni avoir d'amis, rien du tout. Il va se retrouver chez lui. Et en guise d'amis, ben, Talon se retrouve juste avec un iPad. Euh, mais seulement Rebecca va commencer à l'interdire. Attendez. À l'interdire d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, comme beaucoup d'enfants de son âge, eh bien, il va commencer à jouer à des jeux. Son jeu préféré, c'était la Super Mario. Vous connaissez. Il aimait aussi Minecraft et il jouait aussi à Roblox. C'est un jeu connu hein, sur téléphone. Et il amène énormément ce jeu-là. Il pouvait avoir des discussions en ligne avec des enfants de moins de 16 ans. Et du coup, comme il allait à l'école en ligne, eh bien, son monde social avait extrêmement diminué. Lohan y joue, ouais, comme beaucoup d'enfants. À l'approche de la date de son départ, il a commencé à dire à ses amis de Roblox, donc sans explication, qu'il allait bientôt partir. Et apparemment, malgré ce que sa mère murmurait, il était au courant du projet de déménager définitivement, de ne plus avoir accès au réseau. Et il savait que c'était un secret. Personne ne sait comment Rebecca, donc l'instigatrice du déménagement, et Christine ont choisi le camping isolé du service des forêts à proximité de Gunnison, à environ 3 heures et demie de la route du Colorado Springs. Comme lieu de fuite, c'était loin de la société, mais comment, une fois sur place, elles se sont installées dans une zone boisée de l'autre côté d'un ruisseau et sur une colline par rapport au camping. Les deux femmes travaillaient depuis longtemps dans une industrie manufacturière et elles vivaient près de l'usine dans un complexe d'appartements juste face à Kale Lake. Donc elles avaient tout sous la main. Elles étaient c'était vraiment facile pour elles de faire le trajet entre chez elles, le travail, etc. Et ça leur permettait de aussi bénéficier d'un logement qui avait attrait au travail. Elles mesuraient toutes les deux environ 1,50 m avec des longs cheveux noirs et elles avaient toujours été liées. Elles étaient pratiquement inséparables. Donc c'était normal que lorsque Rebecca a voulu partir, eh bien forcément, Christine avait suivi. Chadou, mais si tu es là. Rebecca, elle avait rencontré le père de Talon, donc Eric, à un endroit où on fabriquait des puces informatiques en 2009. Et ils avaient récemment divorcé, mais elle avait la garde de sa jeune fille et de son fils. Et du coup, tout s'était bien emboîté. Lui, il avait la garde, donc elle a eu son fils. Et comme elle n'était pas mariée, eh bien, ça s'est bien passé tranquillement. Sauf qu'il y a un moment où ça a commencé à déraper dans leur vie. Et, euh, et du coup, ben, ils ne vivaient plus ensemble. Elle va commencer à être extrêmement présente parce que
la relation d'un an va aboutir donc sur une grossesse que Rebecca a décidé bien évidemment de mener à terme sans le consulter. Euh, et il lui demandait régulièrement, tu as des rendez-vous chez le médecin, je peux t'accompagner. Elle cachait toutes ces choses-là. Et au lieu de cela, il va apprendre la nouvelle de son accouchement par un collègue. Donc il est allé voir Rebecca et son nouveau fils à l'hôpital. Et c'est là qu'il va apprendre qu'elle avait appelé le bébé, donc Talon. Et elle lui avait laissé la case pour le père, comme quoi il n'existait pas. Donc elle avait mis qu'il n'existait pas de père. Il n'a pas été en colère à ce sujet-là parce qu'il a bien compris que ça ne servait à rien, vu qu'elle ne voulait rien lui demander, elle ne voulait pas avoir de discussion. Donc c'était quand même quelqu'un déjà à la base de fort reclus qui décidait de ce qu'elle voulait quand elle en avait l'envie. Et elle ne voulait de rendre de compte à personne, même avec la personne avec qui elle avait été en couple. Euh, Selon sa belle-sœur, eh bien, elle a toujours été quelqu'un de réservé. Elle n'a jamais vraiment aimé être entourée par les gens, donc elle n'aimait pas les êtres humains. Et la mère et elle étaient très proches. Et quand elle est décédée, eh bien, en fait, elle était très proche de sa belle-mère et elle en a énormément souffert. Et elle est devenue alors à ce moment-là plus recluse et elle ne voulait plus sortir. Elle ne voyait vraiment des gens que quand elle allait travailler. Lorsque son père est décédé, eh bien, en 2019, eh bien, ça a eu pour conséquence aussi qu'elle s'isole encore plus. Et Rebecca et Christine ont fini par considérer le père de leur belle-sœur comme étant le leur. Et quand la pandémie est arrivée, quelques mois plus tard, eh bien, elle a dit que c'était de trop pour elle. En fait, elle était tellement astreinte à tout ce qui se passait autour d'elle, plus sa vie de tous les jours, que ça devenait vraiment pour elle une sinécure de vivre une vie normale avec entourée par des personnes. Rebecca donc va quitter son emploi de l'usine en 2021 en pleine pandémie. Ses connaissances pensaient qu'elle avait trouvé un autre travail et qu'elle pouvait faire à domicile tout simplement son travail. Mais le plus grand changement a été que Rebecca s'est laissée emporter par toutes les théories qui proliféraient en ligne. Alors ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce que moi, je vous parle souvent de choses qui se passent dans le monde et j'essaye de vous faire comprendre certaines choses, mais je vous dis toujours que vous devez vous faire votre propre opinion et que vous devez observer ce qui se passe autour de vous et de vous rendre compte par vous-même de ce qui se passe. Personne ne peut vous sauver, chacun a sa propre souveraineté et chacun peut se sauver soi-même. Il faut juste que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire. Des mois après qu'elle se soit connectée du réseau, un homme qui avait été en contact avec elle avant son départ a contacté les autorités. Il a dit qu'elle avait envoyé des SMS à Rebecca, espérant renouer avec une vieille connaissance, et il lui avait proposé de faire une promenade. Elle a répondu tout simplement qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle allait quitter Colorado Springs, et en conclusion, elle a ajouté: je sais que j'ai probablement l'air d'une théoricienne du complot, mais il existe des complots pour nous enlever notre âme et notre humanité. Si vous n'avez jamais entendu parler du Great Reset, donc Grand Reset, eh bien, elle va dire chercher du côté de Yuval Noah Harari, Klaus Schwab et tout leur programme. Klaus Schwab, c'est un économiste suisse qui a fondé le Forum économique mondial en 1971
Et en juin 2020, il a proposé une série d'initiatives qu'il a baptisées le Great Reset, la grande réinitialisation, pour réduire donc les inégalités et promouvoir, oui c'est ça, et promouvoir tout simplement la protection de l'environnement. Les théoriciens du complot y ont vu la preuve qu'une élite mondiale avait planifié et géré la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont été perçues comme étant une ruse. Leur véritable objectif était de provoquer un effondrement économique. L'ordre mondial socialiste, qui renaît de ses cendres, profiterait en quelque sorte aux puissants. Ouais, c'est la loge de la jungle, celui du plus fort. J'aime pas cette théorie, mais malheureusement, les poissons rouges ne font pas long feu dans le monde des requins. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, il faut être plus malin. Mais quand on fait quelque chose, il faut le faire, mais pas n'importe comment. Et c'est là, en fait, que les gens ne se rendent pas compte parce qu'on donne des tips, on dit aux gens, écoutez, il faut faire attention, il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez ceci, cela. On donne des idées, on donne des interprétations de ce que l'on ressent. Après, quand on est plusieurs à ressentir la même chose, c'est vrai que c'est étrange, mais on peut pas partir comme ça du jour au lendemain avec son sac, avec des gosses à l'aventure sans avoir connaissance de la vie en forêt, de savoir où on peut trouver de l'eau, où on peut trouver de l'argile, où on peut trouver des plantes pour nous soigner, quelles plantes on peut utiliser quand on ne connaît pas les champignons, plein de choses, comment allumer un feu, etc. Vous pouvez, si vous êtes une pure personne qui n'a jamais vécu en camping, qui n'est jamais sorti de sa ville, de son appartement. Voyez, franchement, partir avec un sac à dos en pleine forêt, aller mettre votre tente et vivre là avec vos enfants, non. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne dit pas que les choses sont fausses, non. On dit juste qu'il faut le faire, mais selon ses possibilités. Et c'est là le problème. Donc, dans son cadre de quitter la société, eh bien, Rebecca va encourager Talon à apprendre des techniques de survie en milieu sauvage. Je vous rappelle que cet enfant-là avait 13 ans, à la manière des scouts. C'est ça, Caro, exactement. Elle va lui dire d'apprendre à faire des nœuds, à chercher de la nourriture, à construire des abris et un journal qu'il a emporté avec lui au réseau commence par des commentaires affectueux sur maman, ma tante, des descriptions de leur chat, etc. Et une rétrospective optimiste sur la présence à l'école en personne. Il se souvient que les professeurs étaient très gentils avec lui et qu'il a décidé qu'il va désigner donc 7 d'entre eux et il va donner les noms de ses professeurs. Il va parler de son rapport qu'il a fait dans un zoo, etc. Il va même se souvenir que il avait eu une très bonne note. Je suis poisson rouge, poisson rose, je suis rouquine. T'es blonde, toi. Mais en fait, il va pas avoir la vie d'un garçon de son âge, hein. Il va se retrouver comme étant euh, un enfant mis dans un adulte. Moi, je suis chauve et en cas de tempête, ça aide. Je suis aérodynamique, mort de rire. Oui, c'est comme Jérôme. Ok, l'équipe, t'as pas encore tout vu. Euh, il va donc apprendre à faire des nœuds carrés, de droite à gauche, de gauche à droite. Vous verrez dans les photos que j'ai récupérées, il y a même des dessins sur les nœuds des cabastans, les nœuds de chaises. C'est mon écureuil qui est tombé de mon écran. Attendez.
Euh, hop, sur les nœuds d'arrimage, sur les nœuds de bois, etc., etc. Juste avant que la famille ne quitte le Colorado Springs, il va écrire que son, son animal préféré dormait sur ses genoux et qu'il était dans le canapé, tout simplement. Après, tout ce qu'il va écrire, ce sera quand il sera dans le camp, hein, quand ils seront partis d'où ils sont. Et ça, ce sera vraiment compliqué pour lui parce que ben, il y a son chat aussi, hein. Donc Oreo, il s'appelait. Et il travaillait la plupart du temps sur son canapé et Oreo était toujours à côté de lui. Et, euh, et le 29 juillet, il va dire que c'est la dernière fois et il va aller le déposer chez sa belle-sœur, enfin chez la belle-sœur de sa maman. Et dans la majeure partie de son journal, il va parler de ses amis les plus proches sur Roblox. Euh, oui, chez sa tante. Il va parler des personnes qu'il a rencontrées, les échanges de messages directs qu'il a eus et qui mentionne aussi des projets de se lever le matin à 6h30 pour continuer à jouer à un jeu. Et pendant 24 pages, il enregistre leurs réactions lorsqu'il leur dit qu'il quitterait Roblox. Il y en a plein qui vont lui demander de rester, de ne pas partir, que c'était un ami fidèle. Il y en a même qui vont pleurer son départ. Tout ça, il va le remettre sur papier parce qu'il va en souffrir énormément. Il va en souffrir énormément. Et vous le savez aussi bien que moi, hein, on en parlait tout à l'heure justement avec Nancy quand j'étais au magasin. Les enfants d'aujourd'hui sont tous hyper connectés. Alors nous, on a peut-être un peu plus de mal. Après, nous, on est dans les ordinateurs, les téléphones, les lives, les jeux, etc. Donc c'est encore différent. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas du tout connectées, c'est plus compliqué. Mais les enfants, ils naissent maintenant limite avec un téléphone dans les mains, une tablette, un iPad, un ordinateur. Ils sont tout petits, ils ont déjà des téléphones, ils ont déjà des comptes Facebook, etc. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, ils ne connaissent pas la vie que nous, on a vécue. Oui, et des IA, exactement. La vie que nous, on a vécue. Moi, ma fille, elle a encore connu cette période-là d'aller jouer dehors. Elle allait souvent dehors ici avec Jonathan et Isa. Après, elle était amie avec Amandine, la fille de Nancy. Elles allaient se promener et tout. Elles avaient leurs petits copains, etc. Enfin, quoi que soit. Voilà. Oui, mais parce que toi, tu fais ça, mais combien de parents, voilà, se déplacer pour aller voir les copains, aller voir si ton pote il peut venir jouer, tu vas dormir chez un de tes amis le week-end. Combien de fois, moi, le week-end, j'avais des enfants ici. J'avais tout le temps des enfants. Isa, je sais pas combien de fois, elle a dormi ici, même quand j'habitais dans l'autre maison. J'avais tout le temps des enfants chez moi. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Et du coup, ce gamin-là, comme il pouvait plus aller à l'école, il allait à l'école en ligne, ben, il avait plus de potes. Donc ses meilleurs amis, bah, c'était les amis qu'il avait quand il jouait. C'est ça aussi. C'est ça. C'est ça. L'admisseur de Talon, Emma, qui a scanné le journal, a dit que ça sentait la fumée, comme les feux de camp.
Et en fait, le camping de Cold Creek se trouve à plus ou moins à une altitude de 10 000 pieds dans une vallée connue par les chutes de neige abondantes. Et c'est le point d'entrée d'une zone sauvage appelée Fossil Ridge qui comprend des lacs, des pics de granit, de nombreux originaux. Euh, comment il y a de nombreux animaux, excusez-moi. Il y a des cerfs, il y a des mulets, il y a des wapitis, il y a des ours. Le camping lui est ouvert de mai à septembre. Donc il y a 6 emplacements de camping qui entourent une petite route circulaire et les visiteurs, eux, ont tendance à être des randonneurs ou des randonneuses ou des estivaux jusqu'à ce que le temps se refroidisse. Ensuite, ben, les chasseurs passent par là. Il y a les chasseurs à l'arc, les chasseurs, les tireurs à la carabine, et eux sont là jusqu'en novembre. Et la neige commence généralement à se cumuler en octobre. Donc le service cellulaire est donc inexistant. Donc dans les vallées au-dessus, ben, les cabanes, les terres creusées par les prospecteurs sont monnaie courante. Et à environ 3000 en dessous du camping de Gold Creek se trouve une ancienne mine de roches dures et un moulin. Le shérif du comté, Adam, a dit que la mine continue profondément dans la montagne et que son grand-père y avait travaillé. J'avais dû faire F5, j'avais du chargement. J'ai eu ça tantôt, hein, j'ai eu des bugs de réseau aussi. Ça avait même, avant que je lance le live, ça avait même fait planter mon PC. Pour vous dire, j'essayais juste de mettre les photos de mon téléphone dans mon ordinateur. Il y a eu un bug de réseau. Je devais mettre à jour ma carte graphique. Impossible, tout a commencé à bugger. J'ai essayé de redémarrer, ça buguait toujours. C'est les réseaux, c'est le gel, c'est le froid. C'est le gel, Ryan, qu'est-ce que tu crois? Donc, il semble logique que le groupe donc, de Vance ait commencé son séjour en campant dans des zones désignées comme tout le monde. Mais ils se sont ensuite déplacés à 200 mètres vers l'est. Ils vont traverser le ruisseau et ils vont aller de l'autre côté. Et là, il n'y a pas de sentier. Il n'y a que de la végétation. Elle est énormément dense et ils vont grimper une montagne et arriver à une zone humide saisonnière avec des étangs. Vous pouvez la contourner en direction d'une colline boisée, des zones d'éboulis abruptes et où il n'y a aucun arbre. Près du bas de la pente, le trio a établi son camp. C'est une clairière entourée de grandes épinettes et un filet d'eau d'un ruisseau menait donc au petit étang. Donc ils avaient de l'eau, ils avaient ce qu'il leur fallait pour eux s'abreuver, mais aussi pour laver leurs affaires diverses et variées. L'habitation qu'ils avaient emménagée sera plus tard décrite par les enquêteurs de police comme une tente à 80 $. Leur sac de couchage était chaud, mais pas assez pour l'hiver. Leur autre équipement et fournitures témoignaient d'un manque de familiarité avec la vie sauvage. Ils n'avaient ni arme à feu, ni gros couteau. Ils avaient une canne à pêche et bien que les lacs de la région sauvage soient peuplés de truites, elles sont gelées, donc elles sont inaccessibles en hiver, donc il n'y a pas de possibilité de pêcher en hiver. Pour purifier l'eau, excusez-moi, il disposait de quelque chose pour filtrer l'eau, utile pour la randonnée, mais non destiné au camping de longue durée dans un temps froid. Parce que les eaux qui sont glaciales peuvent faire des ravages sur les filtres à eau personnels.
Donc, quand je vous dis qu'il y a moyen de faire des filtres à eau pour purifier votre eau avec du charbon de bois et des graviers, vous savez, le même système que l'on fait pour nos chers poissons, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que quand les eaux sont gelées, voire glaciales, ben, en fait, euh, ça tue tout ça. Donc du coup, vos filtres ne vous servent à rien. Et en fait, elles n'avaient pas pensé à ça. Donc elles avaient juste pris une marque de filtre personnel pour purifier l'eau, mais c'était tout. Elles vont aussi avoir environ 50 sachets de graines que les autorités lui ont rendus à leur belle-sœur. Oui, il faut faire bouillir l'eau, mais pour ça, il faut allumer du feu. Et en plein hiver, quand il gèle la pierre fondre et qu'il fait extrêmement humide, pour toi allumer un feu, bon courage. Mais oui, il faut faire bouillir l'eau, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Elle avait pris des graines de choux, de coriandre, de carottes, de poivrons. Ces plantes sont impossibles à cultiver dans un environnement, mais il faut quand même ça aussi que vous y pensiez. Souvent, on dit, j'ai déjà entendu dans plein de vidéos, hein, ouais, il faut prévoir des graines pour au cas où, pour planter dans son terrain, où qu'on aille, hein. Seulement, il faudrait peut-être savoir où on va. Parce qu'il y a des graines qui ne poussent pas nécessairement partout. Vous avez des plantes qui ne pousseront pas nécessairement où il fait chaud, où il fait froid, où il fait humide. Il y a des plantes qui sont plus difficiles à faire pousser que d'autres. Euh, il faut parfois commencer tôt à les mettre dans la saison pour avoir quelque chose de bien préparé, avoir comme une sorte de serre temporaire pour protéger justement les plants des tempêtes, des coups de froid. C'est ça, c'est selon le climat. Et elles, malheureusement, elles n'avaient pas prévu tout ça. Donc elles partent en plein hiver avec des graines. Ok, mais elles vont les faire pousser quand? Voilà. Donc elles ont principalement oui, voilà, les terres acides, les terres trop humides, trop sèches, puis vous en avez avec de l'argile dedans, et ça peut faire pousser plus facilement les plantes. Vous avez de la terre noire, vous avez de la terre rouge, vous avez plusieurs couleurs de terre. Toutes les terres ne sont pas pareilles. Donc, eux, ils ont principalement mangé des aliments qui étaient préparés, les déchets trouvés dans le camping l'été qui va suivre. Comprenez des boîtes, des emballages de nouilles, des soupes, des jus de fruits, des saucisses viennoises, des barres chocolatées. Rien qui peut faire tenir quelqu'un euh, en traversant tout un hiver aussi froid. Le groupe donc a construit un abri de 30 à 40 mètres de la tente, coupant des bûches, non pas avec une scie à bois, mais avec quelque chose qui se rapprochait d'une scie à métaux. L'abri mesurait environ 1,20 m de haut et il avait un toit fait de branches. Il faisait face à un trou creusé dans un flanc de la colline pour le stockage et une bâche était drapée sur l'espace entre les deux endroits, offrant un abri. Tout simple. On a perdu Stella. Elle manque d'eau. T'inquiète, elle doit boire du café comme elle est là. On ne sait pas comment elles passaient leur journée. Rebecca avait apporté des livres sur les plantes apparemment, ainsi qu'une Bible. Il y avait aussi un ensemble de 4 livres de fantaisie. Choisis ta propre aventure au camping. Rebecca tenait un journal, mais elle écrivait presque exclusivement
l'identification des plantes et la recherche de nourriture en haute altitude. Un départ au réseau se prépare. Là, c'était pas top. C'est ça. Surtout avec un enfant. Les deux entrées qui suivent concernent les voyages de Talon à Gunnison. Et d'abord par Rebecca, mais puis avec Christine. Et elle parle principalement de nourriture, mais la seconde décrit avoir un genre de dépression émotionnelle. Mon pauvre Ryan. Le 22 août, va-t-elle écrire, maman et moi sommes allés à Gunnison et elle nous a acheté un wrap croustillant pour le petit déjeuner, 2 pommes de terre rissolées et 2 boissons à la fontaine. Maman a également trouvé des saucisses aux haricots, des nouilles au piment, des nouilles aux crevettes, un pack de 6 jus de pommes pour moi et 2 sacs de chipis pour moi aussi et ma tante. Rien de vraiment olé olé. Oui, c'est des coupures. Je déballe mon colis de perles et de charmes. Attention, elle va vous jeter un sort. Le 23 août, il va raconter, ma tante et moi sommes retournés à Gunnison. Elle a acheté plus de vêtements, des livres, des sachets de popcorn, des nouilles encore, dont certaines que nous n'avions jamais essayées auparavant, des snacks aux fruits, des sacs de poulet, des packs de 16 barres de toast crunchy. Et elle a également laissé choisir une boisson de son choix à la station-service, puisqu'elle a été s'acheter des cigarettes. Il va même expliquer qu'il a choisi une boisson au raisin. Il a pris aussi un bonbon qu'ils ont mangé et qui était vraiment délicieux. Coucou Carpaccio, c'était la chienne de ma mère. C'était moi c'était chou. J'ai eu une chipie, mais on l'avait appelée Choupi pour finir parce qu'elle n'aimait pas. Ma tante, va-t-il expliquer, m'a acheté un gyros grec, un grand milkshake à la crème à l'orange, des grandes frites frisées et des poppers. Elle m'a aussi laissé boire un peu de la boisson en fontaine et j'ai aussi eu une petite crise de nerfs parce que plus rien ne semble pareil. Et pendant cette crise de nerfs, elle nous a amené, donc la dame qui était dans le magasin, dans le restaurant, elle leur a amené quelque chose pour le réconforter, donc des bonbons qu'il pouvait choisir à son choix. Il était tellement triste que plus rien ne semblait vraiment attrayant. Il a donc choisi du chocolat pour sa maman et puis sa tante a suggéré des collations aux fruits. Sa tante était beaucoup plus prévoyante, donc la sœur de sa maman, mais, mais peut-être qu'il aurait su s'en sortir alors qu'elle était plus jeune si sa tante avait été seule avec lui à un moment donné et que peut-être elle aurait pu le sortir de là. Il va aussi dire qu'il a pris des coupes de fruits pour sa maman parce qu'elle aimait ça. Il avait aussi pris 2 boissons à la fraise pour lui et sa tante. Et comme il dit, elle était tellement gentille. Les enquêteurs ont appris plus tard qu'à l'automne, peut-être en octobre, Rebecca avait appelé son père dans l'est du pays et lui avait demandé de transférer 500 $ à un supermarché. Il avait fait ce qu'elle lui avait demandé et ce fut le dernier contact connu du groupe avec quelqu'un.
Au même moment, il y a un garde forestier qui a remarqué une vieille berline Hyundai garée au camping de Gold Creek. C'est la voiture de Rebecca. Et comme personne ne campait à proximité, ben, il l'a signalée comme étant peut-être abandonnée. En novembre, on est venu la remorquer, tout simplement. C'est une histoire de fou quand même, comment on peut se retrouver dans une impasse pareille, juste pour des histoires des histoires comme ça. Les températures tombent à zéro la nuit à la fin du mois d'octobre et au camping qui se trouve à plus de 2000 pieds plus haut que où ils sont, il aurait fait encore plus froid. Forcément, plus vous montez, plus il fait froid. C'est comme en montagne, plus vous montez, plus il fait froid. Et à Thanksgiving, il a été difficile de se rendre sur les sites ou d'en revenir en voiture. Et il était impossible aussi de lui prendre une voiture pour aller s'y rendre et encore moins une berline. Il y a des habitations à un peu plus d'un mille et une personne dans le besoin pourrait essayer de s'introduire, mais il fallait pouvoir se déplacer à pied quand même pour y aller. Et vu qu'il faisait très très froid, les personnes étaient condamnées à rester dans leur abri. Les émissions de télé-réalité telles que Alone, Survivor, etc. vendent l'angoisse de la survie comme un divertissement. Et les candidats qui sont envoyés dans la nature souffrent souvent de diverses malnutritions, etc. Et ils ne sont jamais vraiment loin d'une aide proposée. Sauf que eux, ils vivaient vraiment sans avoir la possibilité d'avoir une aide extérieure. L'idée d'être laissé à ses propres moyens et mis à l'épreuve évoque une époque révolue au moment de la colonisation. Une vision fondamentale de la vie réduite à ses éléments bruts. Mais dans la vraie vie, la vie au réseau, ça prend des formes diverses. En Alaska, cela signifie souvent des colons qui construisent des cabanes et qui survivent pendant des mois grâce à la chasse et à la pêche. Mais dans de nombreux États, ce terme évoque aussi l'autosuffisance obtenue grâce à l'agriculture. Dans le nord de la Californie, les personnes vivant au réseau peuvent compter sur deux formes de subsistance. Il y a la culture de marijuana et il y a aussi le troc. Et dans certaines régions, dans le nord, au niveau du Nouveau-Mexique, eh bien, cela peut désigner des personnes qui vivent comment, comme des dirigeants, voilà. Ils ont soigneusement tout étudié et ils ont tout conçu de manière fantaisiste, mais aussi coûteuse. Donc en fait, quand ils font ce style de choses, eh bien, ce sont un peu comme des leaderships, hein. Euh, Ils ont tout prévu, donc quand ils se déplacent, eh bien, ils se déplacent avec du matériel de luxe, donc ils ne sont pas avec juste une bête tente, etc. Carpaccio. Donc c'est vraiment très bien de vouloir vivre des réseaux, mais il faut quand même faire attention. C'était Marie-Jeanne. Après avoir visité le camping, eh bien en septembre, ce qui va se passer, c'est que ils vont se rendre dans la vallée pour prendre des nouvelles des voisins et leur parler des personnes qui quittent les réseaux électriques et perdent la vie. Et plusieurs personnes qui vivaient près de chez eux appartiennent à des catégories. Il y a l'un d'eux qui buvait beaucoup, il a gelé ou s'est étouffé lorsqu'un
brûleur de la cuisinière s'est éteint. Le propane a rempli la pièce, tout simplement. Il y a une autre qui s'est endormie avec une cigarette allumée et a mis le feu à la caravane. Et plus récemment, il y avait un homme âgé qui souffrait de problèmes de santé et il est tombé malade et ses voisins supposent qu'il a attrapé un virus, une maladie, un coup de froid et il est décédé seul d'une mort difficile. Et pourtant, tous ces gens-là avaient anticipé. C'est-à-dire que ces personnes-là n'étaient pas parties à l'aventure. Ils avaient prévu leurs choses avant. Donc imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien prévu. Chaque été, il y a de nouvelles personnes qui arrivent et la plupart avaient l'intention d'y passer l'hiver. Mais ça fait toujours sourciller parce que les températures chutent tellement vite, le vent souffle tellement fort que les arrivants sont préparés, mais ils abandonnent bien régulièrement. Et s'ils n'ont plus d'argent, ils finissent tout simplement par se rendre dans un refuge où ils rencontrent des personnes qui sont hors réseau, mais qui vivent là en communauté. Donc, comme ils vivent en communauté, eh bien, il y en a un qui fait comment la chasse, il y en a un qui va faire le feu, il y en a un qui s'occupe de l'eau, etc., etc. Et c'est ça la différence qu'il y a entre eux et justement les personnes qui vivent comme ça. La difficulté de l'eau, été comme hiver, ça c'est principal. Hein. L'eau, c'est vraiment, ça fait partie de notre corps et c'est la chose la plus importante. Enfin, tout ça, ce sont des camps de survivalistes et du coup, ils font les choses quand même convenablement. Ils sont organisés. Et ça fait beaucoup. Euh, Par contre, les Vance, eux, ils étaient juste au courant de tout ce qui était du forum économique. Euh, ils étaient juste, ils étaient juste coincés dans cette spirale de ce qui se passait dans le monde et en fait, c'est la panique complète et ils sont partis comme ça du jour au lendemain et ils ont rien préparé. Et, euh, et c'est comme ça que ça va mal tourner. Et tout comme il existe de nombreux types de personnes qui ne vivent pas dans les réseaux, il existe de nombreuses nuances dans les prédictions de l'apocalypse et la plupart d'entre eux se contactent de garder un sac de survie dans le placard, mais une minorité, en tout cas peu nombreuse au jour d'aujourd'hui, sentent le danger immédiat et cherchent refuge dans la nature. Jusqu'à présent, il faut savoir que la nature est sauvage et elle s'avère bien plus mortelle parfois que certains humains. Marilyn, la grand-mère de Talon, espérait et même s'attendait qu'un jour Talon et sa mère se représenteraient à sa porte après leur retour de Virginie. Mais, salut, est-ce que tu peux lire mon futur s'il te plaît? Non, je suis désolée, je ne saurais pas lire ton futur. Déjà, j'ai pas une boule de cristal pour moi lire ton avenir et puis ça fonctionne pas comme ça. Il faut que vous percutiez les gens, hein. C'est que c'est pas parce qu'on dit qu'on a des capacités ou qu'on est capable de vous dire ça. Parce que alors on saurait vous donner les chiffres du loto, des trucs de ce genre. Il faut retirer les stéréotypes complètement ridicules que les gens ils ont dans leur tête. Ça me fait sourire, moi, en fait.
Donc, elle avait essayé d'appeler le téléphone portable de Rebecca à plusieurs reprises jusqu'au 15 décembre 2022, lorsqu'un message indiquait qu'il ne fonctionnait plus. Je me doute, Jérôme. Finalement, près d'un an après le départ de la mère, du fils et de la sœur, elle a eu des nouvelles de leur localisation. Marilyn se souvient de la date, c'était le 24 juillet. Une personne qui faisait de la randonnée hors du sentier près du camping de Coal Creek était tombée sur le camp d'un squatteur âgé et avait observé une momie allongée dans le camp. Selon le bureau du shérif, euh, le rapport était arrivé plus tard dans la journée. Le bureau du shérif est intervenu le lendemain matin et l'enquêteur faisait partie d'une petite équipe qui comprenait également un coroner. Pas de souci, Bastien, il n'y a pas de souci. Et l'enquêteur faisait donc partie d'une petite équipe comprenant un coroner, comme je vous disais, qui a utilisé des coordonnées GPS fournies par le randonneur pour donc localiser le fameux camp. C'était, se souvient-il, un joli cadre, mais une scène affreuse. Il va se souvenir qu'il avait beaucoup de détritus et une abondance d'excréments séchés sous un bosquet d'épinettes majestueuses. Il y avait également de la diarrhée. Toute la zone sentait mauvais. La momie était comme annoncé, moins un cadavre qu'une coquille. La peau était sombre et coriace à cause de l'exposition à l'air aride de la montagne et lui manquait une partie d'un bras, là où les os étaient visibles. Il ne pouvait pas déterminer le sexe et curieusement, elle était située à environ 4 mètres de la tente qui était bleue et qui avait des portes zippées de chaque côté. L'équipe a ensuite examiné l'abri et il a supposé qu'une bâche qu'il avait vue sur le sol avait servi de toit et qu'elle était tombée sous le poids de la neige. Enfin, ils ont examiné la tente. Je l'ai ouvert, dit-il, et j'ai immédiatement vu la deuxième victime. On pouvait voir cette personne allongée là, et on aurait dit qu'il y avait juste des piles de couverture à côté d'elle. Il va penser qu'il devrait ouvrir à l'arrière pour voir si on pouvait retirer une partie de cela sans pouvoir déranger le corps. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir qu'il y avait un autre corps à l'intérieur. Il était entièrement enfermé dans le sac de couchage et complètement recroquevillé. Ensuite, ils ont essayé de comprendre pourquoi il y avait un corps dehors et deux à l'intérieur. La conclusion à laquelle ils sont arrivés après en avoir discuté était que la personne qui était dehors était morte d'abord en premier. C'était bien évidemment en plein hiver et ils ne voulaient pas dormir à côté d'une personne morte. Alors, ils l'ont mis donc dehors et jusqu'à ce qu'ils puissent faire quelque chose, eh bien, ils se sont couchés et ils sont morts eux aussi. Le bureau du shérif a alerté donc le service des forêts qui, euh, qui va administrer le terrain. Et un garde forestier qui est intervenu s'est souvenu de la fameuse Hyundai dont je vous parlais tout à l'heure qui était remorquée. Les enquêteurs vont alors vérifier auprès de la société de remorquage et là, ils vont savoir que la voiture a été vendue aux enchères et envoyée à la casse après 30 jours. Elle n'avait Elle n'a jamais été retrouvée. Et parmi les rares indices qu'ils ont trouvés dans la tente, il y avait le permis de conduire de Christine Vance et ses journaux.
tenus aussi par Rebecca et Talon. Ils vont soupçonner que les corps à l'intérieur de la tente appartenaient aux sœurs et que celui à l'extérieur, c'était le fils. Le coroner et les enquêteurs ont pris contact avec des membres de la famille Vance et ils ont également essayé de localiser le père du jeune garçon décédé, mais les Vance ne connaissaient pas son nom de famille. Et un premier communiqué de presse va annoncer que 3 corps fortement décomposés ont été découverts dans un campement isolé. Près de 2 semaines plus tard, le coroner a donné les noms de Rebecca et Christine, ce qui a offert des indices sur le monde plus vaste et a donné lieu à une vague de publicité. Ah oui, Shadow. Le père de Talon a entendu la nouvelle par un ami au travail qui connaissait sa relation avec Rebecca et qui avait lu la nouvelle de sa mort dans la Gazette. Eric l'a dit à sa mère et à ses enfants. Finalement, il a contacté les autorités et il en a appris un peu plus. Sa belle-sœur est devenue la personne de contact de la famille pour les demandes et renseignements des médias et la famille a été invitée pour une cérémonie commémorative où chacun d'eux a pu parler, principalement de Talon, bien évidemment. Coucou Jo, et ton chat, comment va-t-il? Coucou David. Coucou gros charou, alors? C'était trop tard, hein. J'avais vu ton pseudo et j'avais pas vu le commentaire. Mais le nom de Talon n'a jamais été mentionné dans les journaux et son visage a été flouté sur les photos publiées et diffusées. L'identité de Talon n'était pas tant protégée que effacée, mais quand finalement il a trouvé comment entrer en contact avec le père, environ 2 mois après la découverte des corps, le monde ne connaissait pas toujours le nom de ce garçon. Donc, Rebecca et Christine, ils avaient trouvé, mais ils n'avaient pas trouvé le nom du gamin. Bien évidemment, cette histoire a fait les gros titres, en partie parce qu'elle suggérait des aspects d'horreur et de dépravation incroyables, mais le problème, c'est dans cette histoire-là, on a vraiment l'impression que l'intérêt était beaucoup plus profond, parce que l'histoire a donné lieu à une série de questions troublantes. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Quel danger était si urgent pour 2 femmes d'âge moyen de quitter un appartement sûr pour un campement obscur à 3000 mètres d'altitude, emmenant avec elles un jeune garçon de 13 ans? Pourquoi avait-elle choisi cet endroit? Comment pouvait-elle croire qu'elle survivrait à l'hiver? Et ce qui est particulièrement vexant, pourquoi l'une d'elles n'a-t-elle pas parcouru les quelques kilomètres qui les séparaient de la grande route pour aller chercher de l'aide une fois qu'il était clair qu'elles étaient gelées et affamées? Il est toujours chez le veto? T'as toujours pas de nouvelles? Il nous semble qu'il n'y a aucun signe annonciateur d'un destin tragique qui n'est assez fort que la mort de Talon, hein, le choc et la tristesse que cela a provoqué pour une mère apparemment dévouée. C'est difficile à comprendre, mais malgré tout, face à ça, pourquoi Christine et elle n'ont quand même pas essayé de se sauver? Si elles ont retrouvé le petit décédé, pourquoi elles n'ont pas essayé de s'enfuir? Une personne qui faisait de la randonnée hors sentier près du camping était tombée sur le camp d'un squatteur âgé
et avait observé une momie allongée dans le camp. Donc le rapport d'autopsie, publié 7 semaines après la découverte des corps, a fait le gros titre de la presse et il révélait que le corps a retrouvé à l'extérieur, donc celui de Talon, ne pesait que 18 kilos. Donc il était clair, a dit l'enquêteur, que le groupe souffrait énormément. Il pense que même que la diarrhée autour du campement était due à la présence d'une maladie dans l'eau qu'il buvait, résultat d'une filtration ou d'une ébullition qui n'était pas adéquate. Et bien qu'il ait trouvé un paquet de nouilles non ouverts, il pensait au vu de l'état du corps que le groupe était essentiellement mort de faim. Quant à savoir pourquoi personne n'est allé chercher de l'aide une fois la situation devenue vraiment désespérée, ben, la théorie est qu'il était vraiment trop tard. Peut-être qu'ils avaient donc ce fameux microbe et que ils étaient condamnés à étalité tellement ils souffraient, tellement ils avaient mal, ils étaient incapables de marcher. La famine a entraîné la confusion, les vertiges, l'épuisement, et ils étaient aussi trop faibles, trop désorientés, voire même délirants, trop mal en point. Si j'appelle 2 fois par jour, il sortira peut-être demain. Il a des cristaux. Il était rempli dans la vessie sous perf et sonde et antibio. Ouais, j'ai mon chat Pookie roué blanc qui avait eu ça. Il avait eu des cristaux aussi. Mais lui, apparemment, pourtant, il était castré. Apparemment, c'est parce qu'il était trop chaud. Donc, tiens-nous au courant, Jo, dans le Discord. N'hésite pas à me faire un message, même en privé. Hein. Il y a 2 choses que la belle-sœur va confier qui suggèrent une autre explication. Il y a le refus de Rebecca de considérer le lieu isolé et ça suggère qu'elle voulait ne pas être retrouvée par sa famille ou peut-être par la protection de l'enfance. Et oui, de plus, il semble clair qu'elle et Christine n'avaient pas l'intention de revenir. Lorsque Christine a apporté l'urne contenant les cendres de leur mère, elle n'avait pas dit gardez ça jusqu'à notre tour. Elle a dit gardez ça. Donc leur départ impliquait apparemment une promesse entre Rebecca et Christine de partir, mais de ne pas avoir un retour en arrière. Mais de là à en perdre la vie et en perdre la vie de leur enfant, c'est quand même fort. Je sais pas moi, si je partirais comme ça avec mon fils et que je le verrais dans un piteux état, je préférerais faire demi-tour, me ressaisir avant même que ce soit catastrophique. Ah oui, ça je sais. Oui, il y a de la nourriture spécialement pour ça. Je sais. Après, c'est d'avoir pourquoi il a des cristaux. Le coroner, dans son petit bureau qui faisait également office de salon funéraire, va expliquer que il a déterminé la cause du décès et la question de la mort de Talon s'est posée après que la pathologiste eut terminé les autopsies et rédigé son rapport. Les 2 femmes sont mortes de froid et de faim, ça c'est clair. Mais Talon aussi, qui était sous leur garde. Son décès est-il considéré comme le résultat d'une négligence et donc ou considéré comme un homicide? Il a déclaré qu'il avait parlé au pathologiste de la lecture du journal de Talon et de son amour pour sa mère et de l'amour évidemment de celle-ci pour lui. Mais à tout égard, à l'exception de la décision de se déconnecter des réseaux, a-t-il déclaré,
Elle semblerait être une bonne mère. Donc, ils ont donc conclu que cette mort était accidentelle. Mais voilà, c'était vraiment son déni de vouloir quitter le monde qui lui a fait perdre son fils. Ah ouais, je sais, ça coûte horriblement cher, hein. Hum. Ben, je sais plus, je l'ai plus vu commenter, Chadou. Le fait qu'un parent ait été si affectueux dans son histoire n'absout pas un parent de toute responsabilité pour avoir placé son enfant dans un endroit où il courait un risque extrême. Est-il pertinent que le jugement de Rebecca ait semblé altéré par sa croyance en ses complots, ce qui semble très proche de la maladie mentale? Elle a été frappée par le fait, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'enquêteur a été frappé parce que lors de sa conversation avec le coroner, eh bien, il va se demander pourquoi les victimes n'avaient pas bougé avant, pourquoi elles n'ont pas réagi avant, parce que si ce sont bien les deux femmes qui sont mortes, c'est bien les deux femmes qui étaient mortes dans la tente et le gamin hors de la tente, pourquoi elles n'ont pas réagi dès que le gamin s'est senti mal, avant même de tomber dans la folie ou dans le délirium. Ou alors, elles étaient déjà très malades et en fait, lui, il a essayé de sortir pour les aider et il en est décédé. Dans la maison de Marilyn, eh bien, il y a un petit sanctuaire qui est dédié à Talon. On y trouve des photos du garçon depuis qu'il était bébé jusqu'au départ au camping, des figurines de Mario, le personnage de jeu vidéo qu'il adorait, un raton laveur bleu en peluche qu'il avait emmené avec lui dans la nature et qui a été rendu à sa grand-mère. La famille se souvient de lui comme étant quelqu'un de gentil. Il partageait autant autrefois sa chambre avec son demi-frère et il y avait une photo de Talon qui est collée au dos de son téléphone. Les enfants ont été fortement secoués, mais pas que les enfants, hein, les adultes aussi. Non, ça c'est pas le Discord, c'est... Il faut faire... Merci Stella. Les restes momifiés de la famille vivant au réseau, eh bien, les Vance ont décidé d'installer leur camp dans la nature sauvage. Et les restes momifiés de la famille qui a décidé de vivre loin. Après avoir regardé des vidéos de survie sur YouTube, ont été retrouvés dans une forêt. Le corps des deux sœurs, Christine Vance, 41 ans, et Rebecca, 42 ans, et du fils de Rebecca, 14 ans, puisqu'il est parti quand il avait 13 ans, ont été retrouvés dans ou autour du camping dans la forêt nationale de Gunnison, à environ 9000 d'Ohio City. Les restes particulièrement décomposés ont été découverts plus tôt par un randonneur qui avait initialement repéré un seul corps à l'extérieur de la tente. Deux autres corps ont été retrouvés à l'intérieur. Leur corps présentait des signes de malnutrition. On pense que le trio a commencé à camper à la fin de l'été dernier et est décédé pendant l'hiver. Le coroner a déclaré que des boîtes de conserve vides ont été également retrouvées, suggérant qu'elles avaient survécu grâce à des conserves. Des livres de survie et des livres de recherche de nourriture avaient également été découverts, mais la demi-sœur du couple a déclaré que la famille était déterminée à échapper à la civilisation et ne pouvait être persuadée du contraire.
Tout le monde a essayé de les arrêter, mais elles n'ont pas voulu écouter. Leur décision était prise. La cause du décès n'a pas été vraiment enregistrée, mais on soupçonne qu'ils sont morts de faim, ou morts de froid, ou une combinaison des deux. Ou encore, ils auraient pu être empoisonnés au monoxyde de carbone après avoir tenté d'allumer un feu pour rester au chaud dans la tente. Il t'a vénéré. Oh, moi je fais plus attention. Si tu savais. Il faut des années de pratique avant de sortir du réseau. Ils ont regardé juste des vidéos et ils sont partis comme ça à l'aventure. Ça a été à leur perte. Et il faut espérer que cette histoire fera réfléchir les gens. Cette année-là, l'hiver a été particulièrement rigoureux. Et c'est toujours le cas, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Ils ont de plus en plus de neige depuis 2 hivers. Je vous rappelle quand même que nous étions en 2022. Rebecca était submergée par la peur de l'état du monde suite à la pandémie. Elle a également souligné que ses sœurs pensaient qu'elle faisait le bon choix, même si elle n'était pas préparée. Donc, il faut savoir que on ne veut pas que les gens supposent ou pensent qu'ils étaient fous, parce que ce n'était pas le cas, va déclarer une dame du Washington Post. Donc, c'est bien affirmé qu'elles avaient juste peur du monde autour de nous. Et c'est justement là que ça devient dangereux et qu'il faut réfléchir à ce que l'on fait. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est très bien de regarder des vidéos, de dire ah oui, mais il faut faire ceci, ah oui, mais il faut faire cela. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous êtes quelqu'un qui a toujours vécu à la ville, que vous ne vous êtes jamais débrouillé, que vous n'avez jamais rien fait par vous-même, qu'est-ce que vous voulez aller vivre dans une forêt? C'est impossible. C'est impossible. Vous ne savez pas couper du bois, vous ne savez pas chasser, vous ne savez pas allumer un feu, vous ne savez pas comment survivre. Et puis, en plein hiver, à des températures aussi froides, regardez, ici, il fait combien? -2, -3 la nuit, -4, il fait glacial, on est mort de froid. Imaginez-vous, en montagne, quand il fait -10, -20, -25, -40, parce que c'est le nord. Il fallait que je la place, celle-là. Donc voilà. Tu m'as demandé, mon petit, je te le dis, c'est le nord. C'est pour ça que j'ai pas d'épée, j'ai assez pour côté mes carottes. Ah mais nous on a des couteaux, on a plein de trucs aussi qui peuvent servir. Mais on est lucide qu'on ne pourrait pas partir comme ça avec un sac au dos. C'est impossible. Et puis on a des responsabilités, on a des animaux. On n'a pas d'enfants, mais on a des animaux. Les animaux, ils valent autant. On sait qu'on doit faire attention, on sait qu'on doit se protéger, mais il ne faut pas le faire à n'importe comment non plus. Être paumé sur une île. C'est pareil, sur une île, tu peux aussi décéder sur une île. Si tu sais pas couper ton bois, si tu sais pas faire de feu, qu'il y a des insectes et que tu te fais dévorer pendant la nuit. Ou que tu meurs au soleil. C'est ça, déshydraté parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour ceux qui ont vu Lost. L'île aux lapins. Ça, non, pas pour manger les lapins. Pauvres lapins, laissez-les tranquilles. Enfin.
Alors, j'ai fait une mini vidéo, je vous préviens, j'ai pas mis de musique parce que vous vous rappelez la petite vidéo que j'avais faite la semaine passée, que je l'avais faite moi-même? Eh ben, je me suis fait striker, j'ai dû retirer le son parce que YouTube disait qu'il y avait des droits d'auteur. Donc, même en faisant ma propre vidéo, bah bing. Il y a Liloucha aussi, exactement. Il y a aussi l'île de Poglia, hein. Non, mais vu la rédaction que j'ai eue avec, je parle calme, mais aucun respect, genre, tout le temps, ça je pourrais pas, j'avoue. Oh, mais t'inquiète, on s'habitue à force. Bon, attendez, je vais vous la passer, elle est pas longue, c'est vraiment les photos que j'ai pu récupérer. Après, je vous avoue que c'est extrêmement compliqué. Bon, tu vas t'ouvrir. Ah, ça c'est encore écrit ouvert trop grand, hein, et en deux fois, hein. Attendez, parce que ça va bugger. Voilà, ça a bugué. Bon, tu vas t'ouvrir. Ouvrir avec tac. Attendez. Alors, il n'y a pas de son, donc il faut juste regarder les photos. Je parlais avec un Anglais sur mon jeu, il habite sur une île et en gros il y a un pont et ça ramène à d'autres îles. C'est comme le tramway, en gros ça doit être vraiment stylé. Ah oui, et dans quel pays? Un très grand lit. Alors ça, ce sont les deux sœurs. Euh, Ça, c'était le gamin avec ses sœurs et la belle-sœur. Voilà, c'est là qu'ils étaient. Vous voyez, hein, c'est extrêmement froid, on le voit, hein. Voilà, ça, c'était les campings. Ça, c'était eux. Les, les nœuds qu'ils avaient fait avec les espèces d'élastiques. Et ça, c'était son bracelet. Ça, c'était elles quand elles étaient petites. Elles étaient tout le temps ensemble. Ça, c'était elles quand elles étaient plus grandes. Quand Talon était petit. Et ça, c'est lui quand il est parti avec sa mère. Et ça, vous voyez, c'est tout ce qu'il avait écrit dans son... C'est en anglais, hein, forcément. Vous voyez, août 2022, 7h22 de l'après-midi. Voilà, ça c'était l'endroit où elles étaient, les nœuds qu'ils ont appris, les boîtes, comment et le peu de matériel qu'ils avaient, hein, la tente, la canne à pêche, ils avaient rien pour ainsi dire, hein. Le camping, vous voyez, c'est très boisé, hein. Ça c'est le carnet encore qu'elle elle tenait. Et ça, c'était une partie de l'abri. Donc, vous voyez, c'était vraiment vétuste, hein, rien de folichon, hein. Et ça, c'est les croix qu'ils ont retrouvées.